Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Olivier. C'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, on va passer un petit peu de temps ensemble pour essayer de mieux te connaître et te poser aussi quelques questions sur ton parcours, sur ton aventure d'entrepreneur et aussi d'investisseur. Alors, pour commencer, donc tu es promo 98 EM Lyon. Euh, Exactement. et pour le coup, tu es un vrai champion du monde, mais un vrai champion du monde. Tu as fondé Black Orange en 99 et je me rappelle qu'à l'époque, tu avais dit j'irai bosser 2 ans dans une grosse boîte et ensuite je monterai ma propre structure, ce que tu as fait. On s'est recroisé en 2004, je me rappelle, où à l'époque, tu voulais monter un business de carte de fidélité en rapport avec la grande distribution. Oui, tout à fait. Tu nous en parleras peut-être après. Et puis après, en fait, les choses vont s'accélérer puisque tu fais Weekend Desk en France, qui va devenir Smartbox. Super aventure avec La Fourchette. Tu vas monter ton propre fonds d'investissement. Alors, tu te retrouves aussi dans le classement Choiseul en 94 en 10e position, ce qui est une belle reconnaissance aussi. Et puis, surtout, tu vas investir dans des grosses startups comme Payfit, comme Comet, comme Feed. Et aujourd'hui, tu es reconnu, alors je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, comme le premier business angel de France et peut-être le plus discret. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux dire quelque chose, voilà, des éléments sur toi, sur ton parcours? Est-ce que tu retiens un petit peu de tout ça? Et ce que tu fais aujourd'hui? Très bien, très bien. Écoute, pour me présenter en quelques mots, j'ai 46 ans. Je suis marié, j'ai 5 enfants. Je suis normand d'origine. J'ai épousé une paloise. On a vécu à Paris pendant quelques années et en 2012, on a déménagé en Belgique, notamment pour des raisons fiscales. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect privé en quelques mots. Et pour l'aspect professionnel, je suis diplômé effectivement en 98. Après 2 ans à l'école, j'étais rentré en admis sur titre. Après une licence de sciences éco à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'ai ensuite travaillé 2 ans en finance de marché, qui était une passion de jeunesse. Et puis ensuite, j'ai monté une première société sur Internet avec 2 associés, dont un ancien de l'école, qui s'appelait Black Orange, qui était un distributeur de logiciels et de jeux vidéo. C'est une aventure qui se terminera mal, puisque la société, on la revendra, mais pour rien du tout. Après avoir vécu l'éclatement de la bulle Internet, même si le business avait bien démarré, parce qu'on avait fait 20 millions de francs de chiffre d'affaires uniquement sur Internet, donc 3 millions d'euros dès notre premier exercice. Mais le modèle n'était pas rentable. Donc voilà, donc la bulle éclate, on n'arrive pas à relever de l'argent et on cède la société pour 3 francs 6 sous à des investisseurs extérieurs. Ensuite, pendant plus de 2 années, je vais travailler sur une vingtaine d'autres projets de création d'entreprises différents qui vont malheureusement tous être des échecs. Et ensuite, je tombe sur l'idée belge de Weekend Desk, qui est devenue Smartbox, cette idée de coffret cadeau que je vais développer pendant une petite dizaine d'années en étant aux manettes. Et depuis maintenant une dizaine d'années, je ne suis plus aux manettes, je suis juste l'actionnaire ultra majoritaire. Je perçois des dividendes chaque année et je réinvestis ces dividendes dans différentes entreprises. Voilà en quelques minutes. Alors, pour revenir un petit peu sur l'expérience, on va dire, pré-Weekend Desk et Smartbox, donc tu disais que tu avais essayé beaucoup de choses, tenté beaucoup de choses, pas forcément avec beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu en as retenu et en quoi ça t'a aidé pour la suite? Écoute, ce que j'en ai principalement retenu de cette vingtaine d'échecs, c'est que de vouloir créer quelque chose de complètement nouveau, c'est très bien, mais c'est très compliqué. Et donc, échec après échec, j'ai commencé par essayer de trouver des idées à l'étranger qui n'existaient pas en France, en me disant je ne vais pas essayer de tout réinventer, je vais essayer de trouver une bonne idée ailleurs qui n'existe pas encore chez nous. Et je vais faire les mêmes choses, ou alors je vais essayer de faire les mêmes choses en l'améliorant. Et c'est ce qui a fini par donner naissance à Smartbox, qui existait en Belgique, et que j'ai tout simplement dupliqué sur le marché français avant de racheter ensuite la société belge à l'origine du concept. Donc ça, je pense que c'est mon principal enseignement, ne pas vouloir forcément tout réinventer, mais s'inspirer de business qui fonctionnent déjà, qui ont déjà fait leurs preuves. Deuxième peut-être enseignement, c'est la ténacité. Smart est très compliqué, même si je copiais quelque chose existant via un contrat de licence, j'ai eu énormément de difficultés à développer l'activité sur le marché français, notamment pour des questions réglementaires. Et sans cette ténacité que j'avais pu éprouver pendant 2 ans avant sur cette vingtaine d'autres projets, je pense que j'aurais laissé tomber.
Voilà, c'est peut-être mes deux principaux. Moi, le troisième, c'est l'humilité. Voilà, parce qu'on sort en 80, enfin, je sors en 98 d'une bonne école de commerce. Je travaille 2 ans en finance de marché avec un très bon salaire. Ensuite, je monte une première start-up, on lève beaucoup d'argent, tout se passe bien. Et puis la bulle éclate. J'ai plus d'argent, je n'arrive plus à payer mon appart à Paris. Je retourne vivre chez mes parents en 2002, j'avais 28 ans, alors que mes copains de promo travaillaient dans des grands groupes, s'achetaient un appart, une voiture. Moi, je n'avais pas un centime. Là, je suis retourné dans ma chambre d'ado avec les posters de Stefan Edberg, joueur de tennis des années 80. Et voilà, c'était des années compliquées. Je m'entendais très bien avec mes parents, heureusement, mais c'était des années compliquées et qui m'ont appris à développer peut-être un petit peu plus une certaine humilité. Alors, je crois que c'est 2004 ou 2005, effectivement, tu tombes sur Weekend Desk. Tu en fais Smartbox. Aujourd'hui, c'est un business qui fait à peu près, je crois, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous donner, en gros, les principales étapes de croissance de l'entreprise, de construction de l'entreprise? Et encore une fois, c'est qu'est-ce qui a fait que ça a été un succès et qu'est-ce qui a fait que tu en as fait un leader du tourisme en France? Très bien, très bien. Écoute, les principales étapes, donc tout a commencé fin 2002, où là j'ai un Belge avec lequel j'avais travaillé sur différents projets qui me dit: écoute Pierre, d'abord j'ai une super idée pour toi, je te dis ce que c'est. Il me dit d'ailleurs, c'est pas mon idée, c'est juste une idée que j'ai vue dans un magasin en Belgique. Je te dis ce que c'est, mais si je te dis ce que c'est et que tu le fais, tu me donnes 50% du capital de la boîte. Je lui dis: écoute, c'est un peu cher payé pour une idée qui n'est pas la tienne, mais c'est un type que j'appréciais beaucoup. Avec qui j'avais donc travaillé sur d'autres aventures qui avaient échoué. Je lui ai dit: écoute, je n'ai rien à perdre, allons-y, tu me présentes l'idée, et si je monte la boîte, promis, je te file 50% d'equity. Et donc, il me parle de cette idée qu'il a vue en Belgique, il me présente les fondateurs de cette entreprise qu'il ne connaissait pas avant, hein. Il les a juste contactés pour dire: tiens, j'ai un Français à vous présenter. On est allé les voir, et puis quelques mois après, en avril 2003, je crée Weekend Desk avec 10 000 euros de capital social, 5 000 euros que m'avaient prêté mes parents, puisque j'avais plus du tout d'argent, et 5 000 euros qu'a quand même mis ce Belge qui m'a apporté l'idée. Donc, avril 2003, création de Smartbox. On est sur un marché qui est très important, qui est le marché du cadeau. Il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais en Europe, ce sera un marché d'à peu près 20 milliards d'euros. Donc, c'est un marché important. Ça offre une vraie solution. Smartbox, on répond à la vraie de faire plaisir parce qu'on offre voilà, le choix sur une thématique donnée. Et donc ça, je pense que c'est deux des éléments de réussite. Hein. Un marché gigantesque. Deux, une vraie solution sur un marché sur lequel on galère bien souvent. Et donc, voilà, l'aventure démarre avec une soif de revanche très importante. Tous ces échecs, j'avais envie de me montrer moi-même que j'étais capable de faire quelque chose. Et donc, quand je démarre l'aventure, je la démarre avec vraiment une ambition assez significative en termes de chiffre d'affaires, très concrètement, et de rentabilité. Et ça a été un driver pendant des années. Donc, on développe l'entreprise. On a beaucoup de mal à signer nos premiers distributeurs, énormément d'échecs. Mais on finit quand même par en signer un qui est le Bon Marché, un grand magasin parisien. Donc, à l'époque, je sors un communiqué de presse à ce moment-là pour dire qu'on a donné l'exclusivité de la distribution de produits Bon Marché, ce qui est un mensonge, et ce qui permettait de tourner de façon positive les commerciaux que j'avais vécu par ailleurs avec Fnac, Virgin ou autres distributeurs. Donc, on signe nos premiers distributeurs, ça commence à très bien fonctionner. Il y a un petit buzz qui commence à se créer autour du concept, et donc on accélère. De 2003 à 2007, pour accélérer un petit peu aussi ma présentation, je passe de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 millions d'EBITDA, le marché français. À ce moment-là, je me rapproche des Belges auprès desquels j'avais pris la licence, de les racheter. Donc, ils faisaient à peu près 40 millions de chiffre d'affaires, 5 millions d'EBITDA. Je vais emprunter 60 millions chez Natixis et je rachète 100% de la société belge. Je fusionne la France et la Belgique. Et là, je me dis, c'est génial ce concept belge que j'ai développé en France, mais le monde entier est à conquérir. Ce concept n'existe nulle part ailleurs, donc allons-y. Et entre 2007 et 2010, j'ouvre 18 pays, tous les pays européens, plus tous les principaux pays en dehors de l'Europe, donc Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, Chine, Japon, Australie, plus tous les pays d'Europe continentale. Et là, en fait, on réussit sur tous les pays d'Europe continentale, mais on échoue sur tous les pays qui sont en dehors de l'Europe. On arrive à ce moment-là à un peu plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Et là, je prends conscience de mes limites, notamment managériales et notamment stratégiques.
parce que en France, la croissance continue à être forte, on s'est fait prendre des parts de marché par différents concurrents. On a donc échoué en dehors de l'Europe et par ailleurs, la société commence à devenir un petit peu grasse, beaucoup moins rentable. On a trop recruté. Et je me rends compte que je ne suis plus l'homme de la situation. Et donc, en 2010-2011, je demande à mon principal associé, que j'avais recruté dès 2004-2005, un HEC, Axel Bernia, de prendre la direction générale de la société et je me repositionne en tant que directeur commercial de l'entreprise. Ça dure 2 ans. Au bout de 2 ans, pour différentes raisons avec Axel, on arrête notre collaboration, on va chercher un nouveau CEO pour prendre la tête de Smartbox. Et moi, à ce moment-là, après l'élection de François Hollande en France, je pars en Belgique. Et donc, je me désengage encore plus de l'opérationnel de Smartbox. Depuis, la société a continué à croître, puisqu'on est passé de 300 à 500 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais depuis 2012, je ne suis plus opérationnel, je suis juste actionnaire ultra majoritaire. Et donc, Smartbox me verse des dividendes chaque année. Et depuis, en un peu plus de 10 ans, de 2012 à 2020, en 8 ans exactement, il y a 3 CEO successifs qui se sont donc succédés à la tête de Smartbox. Le dernier est arrivé depuis 1 an. C'est l'ancien patron de Yoplait au niveau mondial et l'ancien patron d'Agendas, voilà, qui est un Français, un ESCP, qui dirige maintenant Smartbox et qui est en train de relancer la boîte sur la voie de l'innovation produit. Voilà, on s'est un peu trop reposé sur nos lauriers. Depuis 10 ans, on n'a pas beaucoup secoué la catégorie. Donc ça, c'est un step important pour lui. Et le deuxième step, le deuxième objectif important, c'est l'objectif de réattaque de l'international. Voilà, on est toujours en Europe continentale, mais le concept n'existe toujours pas aux États-Unis, en Chine, au Japon ou ailleurs. Et donc, Olivier, le nouveau CEO, va réenclencher le développement international de Smartbox. Alors, tu réussis cette première belle histoire qui est donc aujourd'hui un leader dans le monde du tourisme. Donc, je le répète, aux alentours de 500 millions d'euros de chiffre avec beaucoup de perspectives de croissance. Il y a une deuxième très belle histoire dans ton parcours qui est celle de la fourchette. Est-ce que, même chose, tu peux nous expliquer un peu comment tu trouves ce business-là? Alors, moi, j'ai lu beaucoup d'articles en fait, là-dessus qui disent que c'était en fait un tout petit business à l'époque. Il faisait 20 clics, je crois, par jour. Et puis, en fait, c'est vraiment toi qui vas insuffler, je crois, 8 millions d'euros à l'intérieur de la société, recentrer aussi les activités avant d'en faire un énorme succès, de le revendre à TripAdvisor. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire? Écoute, en fait, à partir de 2010, donc Smartbox fonctionne très bien, c'est très rentable. Et à ce moment-là, a décidé d'investir dans d'autres activités en restant concentré sur le secteur du loisir et du tourisme. Donc Smartbox émet des vouchers dans l'univers de l'expérience. À côté de ça, on a gardé Weekend Desk, qui existe toujours aujourd'hui, qui fait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires, qui est une sorte de petit concurrent de Booking.com. Donc on fait de la réservation en temps réel d'hôtels et on décide d'attaquer d'autres thématiques. Et on recherche donc des cibles dans l'univers de la restauration, dans l'univers de la beauté et dans d'autres univers. Dans l'univers de la restauration, je commence donc à regarder un petit peu ce qui existe dans ce secteur-là. Et là, j'ai un de mes associés, collaborateurs, qui me dit qu'il est actionnaire d'une petite boîte qui s'appelle La Fourchette, voilà, qui ne décolle pas, et qui a une équipe de qualité à sa tête. Et il m'invite à les rencontrer. Donc, je rencontre les fondateurs de La Fourchette, je rencontre à l'époque leur principal concurrent, je regarde également ce qui existe en Angleterre, aux États-Unis, et je me rends compte qu'on est sur un marché colossal, le marché de la restauration, que le marché de la réservation de restaurants est encore un marché qui en est à son démarrage, mais qui a de belles perspectives. Et après avoir rencontré les fondateurs de La Fourchette, je me dis que c'est une bonne équipe qui fait peut-être un peu trop de choses et qui n'est pas assez concentrée sur quelques points clés. Et je me dis qu'en passant un peu de temps avec eux, on peut peut-être arriver à, et on change un petit peu la stratégie, à permettre à la société de croître plus rapidement. Et donc, je décide d'investir en plusieurs tranches une totale de 8 millions d'euros. À l'époque, effectivement, la société ne fonctionne pas, elle n'est pas en croissance, elle est flat, elle est au bord du dépôt de bilan. Elle fait 20 réservations par jour dans des restaurants. Et en 4 ans, on va la faire passer de 20 réservations par jour à 20 000 réservations par jour, de quelques collaborateurs à plus de 200 collaborateurs. Et ça s'est fait… les 2-3 facteurs clés de succès, évidemment les fondateurs de La Fourchette qui ont toujours été à l'écoute de nos recommandations, qui ont toujours été dans la discussion, dans l'échange, qui ne se sont jamais braqués. Donc les fondateurs sont évidemment la principale clé du succès. La deuxième clé du succès, je pense que c'est notre coaching. Et je le dis d'autant facilement que je n'en étais pas directement responsable. J'ai 2 de mes associés, Antoine Fraisse, qui depuis a monté Carla Venture, qui est une structure d'investissement,
et Stanislas Niox-Château, qui est le fondateur de Doctolib. Voilà, ce sont ces deux personnes-là qui ont coaché, accompagné, en y passant plus de la moitié de leur temps, les équipes de la Fourchette pendant 4 ans. Et voilà, je pense que le succès de la Fourchette, ce sont donc les fondateurs et ces deux personnes que je viens de citer, qui, en travaillant sur différents paramètres, ont réussi à la boîte d'exploser très rapidement. Et donc, la fourchette va être vendue à TripAdvisor en 2013, si je suis juste. Oui. Comme tu le disais très justement, en fait, beaucoup des bénéfices de Smartbox, tu les réinvestis dans un certain nombre de business. Donc, quand tu regardes un business, qu'est-ce que tu regardes? Alors, tu as l'expérience d'avoir été entrepreneur. Donc, c'est quoi les critères essentiels pour toi qui font que tu vas investir ou pas dans un business? Les 3 points clés, ça va être la taille du marché accessible et sa rentabilité. Parce que c'est très bien d'attaquer un très gros marché. Si c'est un très gros marché pas rentable, on ne va pas pouvoir créer beaucoup de valeur. Donc, un très gros marché potentiellement très rentable, le point 1. Le point 2, la qualité de la proposition de valeur, la qualité du modèle économique, du produit qui est proposé par l'entreprise ou du service. Et le troisième point qui est le plus important, c'est la qualité de l'équipe. Voilà, donc ça, ce sont les 3 points clés. Sur la qualité de l'équipe, idéalement, c'est d'essayer de trouver des gens qui soient très sharp, très smart, mais aussi très entrepreneurs. Hein. Ça ne suffit pas d'être intelligent. Et je préfère presque des gens plus entrepreneurs, plus doueurs que des gens smart à choisir. Et puis également des personnes qui sont très ouvertes à la discussion, très ouvertes au challenge, parce que c'est pas simple de développer une boîte. Il va de temps en temps falloir revoir sa copie à plusieurs reprises, revoir son modèle économique, revoir ses priorités à plusieurs reprises. Donc, il faut des gens ouverts et pas bornés. Donc, voilà, le marché, le produit et surtout la qualité de l'équipe dirigeante. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de pépite que tu as actuellement en portefeuille? Oui, alors on a aujourd'hui une 50aine de participations en portefeuille et parmi cette 50aine de participations, 3 de nos plus belles pépites sont Payfit, que tu évoquais tout à l'heure, qui est dans le secteur du SaaS, gestion bulletin de paye, Kids Empire, qui est dans le secteur des plaines de jeux indoor aux États-Unis. C'est un Français qui est parti il y a 4-5 ans développer ce concept qu'il avait déjà développé en France sur le marché américain, avec un business qui est donc très old school. Et le secteur des cliniques dentaires et qui est en train de développer une très grande chaîne de cliniques dentaires. On en a une dizaine, c'est un marché important qui fait 10 milliards d'euros en France. Et notre ambition, c'est de devenir le principal acteur du dentaire sur le marché français. Une autre question, c'est tu es à la fois investisseur, donc de façon, on va dire, plutôt classique. Après, ce que tu fais aussi, c'est que tu crées des business from scratch. C'est-à-dire que tu identifies des besoins et puis tu vas monter une équipe et tu vas investir en fait à l'intérieur, ce qui est quand même une approche assez différente. Alors, pourquoi est-ce que tu as ces deux approches-là et selon ton expérience, quelle est celle qui aujourd'hui est la plus intéressante et la plus, en fait, j'allais dire, couronnée de succès? Écoute, les deux fonctionnent aussi bien ou aussi mal, donc voilà, j'ai pas de, j'ai pas de stratégie plus successful que l'autre. Après, étant entrepreneur au départ, c'est vrai que je suis très frustré d'être uniquement investisseur. Et donc, bien souvent, on apprécie pouvoir trouver une bonne idée, ensuite d'essayer de trouver une bonne équipe, de les mettre ensemble et puis de leur donner évidemment du carburant et de l'argent pour leur permettre de s'épanouir. Et on a l'impression comme ça d'être un peu plus impliqué, d'être un peu plus dedans. Le premier, c'est Apic, qui est une boîte qu'on a lancée avec des fondateurs, une bonne idée. Alors, on a mis tout ça, on a mis de l'argent et c'est une chaîne d'escalade indoor en France qui se développe très bien. Et une deuxième boîte, c'est une boîte qui s'appelle Dossier, qui est une boîte américaine, une start-up uniquement présente sur le digital, qui a créé sa marque de parfum et qui se distribue aujourd'hui. Dans ces deux cas, on a trouvé une bonne idée quelque part, on a ensuite allé chercher une équipe de fondateurs, on a mis de l'argent et on a regroupé tout ça. Et c'est un petit peu plus gratifiant pour nous parce qu'on a l'impression, au-delà de l'argent, d'avoir apporté un petit peu plus de choses. Mais sinon, je dois avouer que je m'épanouis beaucoup moins dans mon métier d'investisseur aujourd'hui que dans le métier d'entrepreneur que j'ai eu pendant plus de 10 ans. D'autant plus que le métier d'investisseur aujourd'hui, je le vis par procuration. Parce que, étant avant tout entrepreneur, je pense que je ne suis pas un très bon investisseur, c'est-à-dire que je vois toujours tout de façon très positive, je vois toujours que des solutions.
Et donc, j'ai recruté une équipe. Aujourd'hui, le job d'investisseur dans ma structure, ce n'est pas moi qui le fais. J'ai une équipe d'une petite dizaine de personnes, qui est une équipe d'investisseurs expérimentés. Et ce sont eux qui chassent des dossiers, ce sont eux qui investissent, ce sont eux ensuite qui signent là. Moi, j'interviens de temps en temps, mais de façon très limitée. J'espère un jour pouvoir relancer une boîte. Donc, j'ai déjà, sur les 7-8 dernières années, j'ai relancé 3 projets. Un projet dans le secteur du parfum, sur lequel j'ai travaillé à plein temps pendant 2 à 3 ans, qui a échoué malheureusement. Et 2 autres très, très gros projets dans voilà. Et j'espère un jour pouvoir remonter une boîte à succès si possible. Donc, je m'accroche et je suis toujours à la recherche de bonnes idées. Tu n'as pas perdu la passion de l'entrepreneuriat. Alors, une dernière question pour terminer l'entretien. Donc là, il y a une crise sanitaire actuelle qui aura forcément un certain nombre d'impacts. Comment est-ce que tu vois l'impact en fait sur l'écosystème startup qui a été particulièrement euphorique ces dernières années? On a vu avec beaucoup de levées de fonds, des montants de plus en plus astronomiques, parfois à tort, parfois à raison. Est-ce que pour toi, cette crise va changer quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'elle va changer? Et selon toi, si aujourd'hui on est à la tête d'une startup, qu'est-ce que tu ferais en fait si tu étais à leur place? Ok. Écoute, alors déjà le premier point, c'est que cette crise, on en est victime de plein fouet, puisque j'ai 80% de mes business qui sont dans le tourisme, dans les loisirs, dans le retail. Et donc, c'est très, très difficile pour une très grande partie des sociétés de mon portefeuille aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment ça va se passer dans les mois qui viennent au niveau des startups et des investissements, bien évidemment. Il y a surtout beaucoup de volatilité et beaucoup d'incertitudes sur la date à laquelle les choses vont reprendre et la vitesse à laquelle elles vont reprendre. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de faire nos budgets, que ce soit sur 2020 ou sur 2021, sur les différentes boîtes où on est board member. Il y a vraiment énormément d'incertitudes. Donc, je pense qu'il va y avoir une frilosité pendant plusieurs mois de la part d'un certain nombre d'acteurs qui investissent, et les choses vont aller moins vite qu'avant. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont levé beaucoup d'argent dans des structures d'investissement sur les derniers mois. S'ils ne les déploient pas, ils ne touchent rien dessus, les managers de ces fonds. Donc, les bons dossiers vont continuer à lever beaucoup d'argent. Ça mettra peut-être un petit peu plus de temps qu'avant, mais l'argent est toujours là. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Nous, ce qui va se passer au niveau de nos participations et ce que je pense qui pourrait se passer sur le marché, c'est que ça va également accélérer les succès ou accélérer pas mal de boîtes digitales en portefeuille qui ont une accélération très forte de leur croissance à travers les changements de comportement qui ont été induits par le confinement. Des boîtes qui ne vendent que des produits sur Internet, quels qu'ils soient, ont connu une très forte croissance. Les gens ont changé leurs habitudes en achetant leurs produits un peu plus sur Internet qu'avant, par exemple, et les gens vont les garder probablement. Donc, il va y avoir une accélération de la croissance pour ces boîtes-là. Et puis, malheureusement, dans l'autre sens, les changements de comportement vont aussi affecter de façon très, très durable les business qui ont déjà été touchés par ces activités pendant la crise. Donc, voilà, je pense que ça va accélérer les succès comme les échecs dans les mois qui viennent. Et si j'étais à la tête d'une start-up aujourd'hui, et c'est ce que je dis évidemment à mes lignes, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, le cash, c'est ce qui est clé. Donc, faites tout pour réduire vos dépenses le plus possible. Le sujet, ce n'est pas de préparer la reprise. Le sujet, c'est de survivre en attendant d'y voir plus clair. Et quand l'horizon pourra se dégager, à ce moment-là, on pourra réinvestir. Et on pourra réinvestir uniquement si on est en vie. Donc, pour l'instant, restez en vie et coupez les coûts au maximum. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre-Édouard, de nous avoir accordé ce moment. Merci, Olivier, pour cette invitation. C'est très sympa. Merci de ton intérêt. Et je te souhaite bonne continuation et bonne réussite dans tous les projets que tu as encore actuellement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.